Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci à vous d'être ici. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment, en fait, ce film, vous êtes amené à le revoir en 2021. Par curiosité, du coup, qui parmi vous l'a déjà vu? Ah. À la télé ou au ciné? Alors, si vous l'avez vu à la... En fait, je peux peut-être vous aider, parce que si vous l'avez vu à la télé, il est passé qu'une seule fois à la télé, c'était en 1972. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, ce film de Kayat, André Kayat, après je reviendrai très vite fait sur qui est André Kayat. Ce film de Kayat est sorti en 65. Il avait reçu à l'époque un accueil un peu mitigé, pas le plus horrible, mais voilà, assez tiède, avec les critiques habituelles qui étaient contre André Kayat, et surtout ça n'avait pas été un grand succès commercial. Et par la suite, il s'avère que pendant la production du film, Kayat s'est très rapidement trouvé en désaccord avec l'auteur du livre, l'auteur étant Sébastien Japrisot, que vous connaissez peut-être pour Un long dimanche de fiançailles ou pour La dame dans l'auto avec un fusil et les lunettes, voilà, bon. Et un certain nombre de thrillers français. Donc voilà, il s'est retrouvé en désaccord avec Japrisot, notamment parce qu'il avait fait intervenir un autre dramaturge sur l'écriture du film. Je ne vous dirai pas qui, parce qu'après je vais vous poser une petite question pour voir si vous pouvez y répondre, parce qu'on a des trucs à vous faire gagner. Donc bref, cet autre dramaturge, pour l'instant, dont je tais le nom, il s'était un peu disputé, voilà, avec Japrisot, ce qui faisait que Japrisot détestait le film, et très rapidement, Japrisot n'a plus renouveler ses droits pour la diffusion du film, ce qui fait que le film est sorti en 65, il a été diffusé ensuite à la télé en 72, si je dis pas de bêtises, et qu'ensuite il a disparu des écrans radars, parce que donc le film n'était pas diffusable pour du coup des raisons légales, parce que Sébastien Japrisot faisait en sorte que le film ne soit pas diffusable, ce qui est dommage, mais bon, c'est la vie des films. Et donc Sébastien Japrisot est décédé il y a maintenant 18 ans, et donc ces ayants droit, heureusement, ont rendu de nouveau disponible le film avec des négociations avec l'ayant droit actuel du film qui est Gaumont. Et si vous voulez, ce film, du coup, il a été diffusé au Festival Lumière de Lyon il y a 2 ans, en 2019. Le Festival Lumière, c'est un festival qui est dédié aux films restaurés, aux films de patrimoine, aux classiques. Et donc moi j'y vais, Eugénie et moi on y va chaque année, parce que pour nous c'est un peu le bonheur. Et un ami de chez Gaumont me dit: tu devrais aller voir ce film de Kayat, il est étonnant. Et donc il me dit d'aller voir Piège pour Cendrillon, dont j'avais jamais entendu parler. Et j'avais pas lu, Eugénie avait lu le livre, moi je l'avais jamais lu. Donc on va le voir avec Eugénie, et c'est un immense coup de foudre pour le film, parce que on découvre la salle, elle est complète à ce moment-là, et on a l'impression de redécouvrir une sorte de petite perle du cinéma français des années 60, avec à la fois, comment dire, qui a le paradoxe de contenir à la fois un peu tous les artifices, tous les thèmes du cinéma français de cette époque-là, des années 60. On est à l'époque où on produit quand même pas mal de thrillers, pas mal de films noirs. Il y a encore ceux de Clouzot qui sont pas loin, il y a ceux de Molinaro, etc. Et en même temps, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Ça, vous allez le voir en le découvrant. C'est un film très unique, très singulier. Et donc, ce film-là nous touche profondément. On le trouve génial. On va voir Les gens de Gaumont. Et le film, la restauration du film à ce moment-là n'est pas achevée. La version qu'on a vue est juste une version de travail en qualité assez médiocre. Et donc on va voir les gens de Gaumont et on leur dit: écoutez, ce film il est super, quel projet vous avez autour? Et ils nous disent qu'ils comptent le sortir un jour, enfin prochainement, en vidéo, en Blu-ray, en DVD, mais qu'ils n'ont pas plus de projets que ça. Et moi je leur dis: écoutez, moi c'est un film que j'ai absolument envie de montrer au plus de personnes possible sur grand écran, parce que c'est un très beau film. Et donc on se retrouve, et donc Gaumont nous dit ok. Et donc on se retrouve distributeur du film, alors qu'on ne sait pas, alors qu'on a une revue à la base, on n'est pas distributeur. Donc on s'est lancé dans l'aventure de qu'est-ce que c'est prendre un film
le remettre sur des écrans, contacter des salles, des exploitants, refaire du matériel promotionnel, refaire une bande-annonce, refaire une affiche, l'affiche que vous voyez derrière qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Vincent Dupré. Bref, voilà, donc on a redécouvert tout ça, et en découvrant ça, on a appris à aimer le film encore davantage, parce que du coup on s'est plongé dans son histoire. Moi je me suis plongé dans celle d'André Cayatte, son réalisateur, et là je vais revenir un petit peu sur Cayatte. Cayatte, c'est un cinéaste dont l'essentiel de la carrière s'étend entre les années 40 et les années 60. Il a continué à tourner ensuite jusque dans les années 70, début 80, si je ne dis pas de bêtises. Mais on va dire le gros de sa carrière est entre les années 40 et 60. C'est un cinéaste qui, à la base, ne vient pas du cinéma, contrairement à beaucoup de ses homologues de l'époque. En tout cas, à l'époque, quand on était réalisateur, souvent, avant, on avait été assistant réalisateur, et ensuite, on devenait réalisateur. C'était, entre guillemets, souvent le mode d'emploi. Et Cayatte était presque un peu un intrus là-dessus, parce qu'il venait du droit. Voilà, c'est quelqu'un qui venait du barreau, qui avait été avocat, et s'était retrouvé, était romancier aussi, et de fil en aiguille s'était retrouvé donc déjà scénariste et ensuite réalisateur, mais en précisant tout le temps que en fait il s'était jamais vraiment senti réalisateur. Il pensait qu'il était un peu une fraude, et il se sentait pas à la hauteur de ses confrères qui étaient vraiment des cinéastes, et on lui a souvent reproché ça, d'être un avocat qui a bifurqué vers le cinéma, notamment parce que dans les années 50, il a trouvé un peu sa spécialité, entre guillemets, qui était de faire des films à thèse. Donc prenez un film comme Nous sommes tous des assassins, ou prenez un film comme Le Dossier Noir. Ce sont des films qui ont des grands thèmes politiques et juridiques, en l'occurrence la peine de mort, la corruption, l'inégalité, etc. Voilà. Donc ce sont des films qui défendent des thèses avec plus ou moins de subtilité, et ça lui avait été très très lourdement reproché à l'époque, parce que justement les gens trouvaient qu'il faisait des manifestes et qu'il ne faisait pas du cinéma. Truffaut avait publié certainement, donc François Truffaut avait pu, à l'époque où il écrivait pour la revue Art, avait publié sans doute un des articles les plus méchants de sa part que j'ai lu, où il disait en substance, il disait les gens du cinéma prennent André Cayatte pour un avocat, inversement les gens de Robe, prennent André Cayatte pour un cinéaste, serait-il tout simplement un traître? Donc ça vous donnait à peu près une idée de ce que la jeune critique pensait à l'époque de Cayatte. Godard disait pareil, le seul qui avait un petit peu de curiosité pour Cayatte, c'était André Bazin, qui d'un côté déglinguait les films de Cayatte et de l'autre côté leur reconnaissait quand même une forme d'honnêteté morale. Donc voilà, ça vous resitue un peu qui est Cayatte. Et dans les années 60, Cayatte se remet beaucoup en question. Peut-être que ces critiques-là ont joué. C'est bizarre parce qu'à côté, il avait aussi une certaine forme de reconnaissance. Il faut imaginer qu'un film comme Le Passage du Rhin, qu'il a fait en 60, a eu le Lion d'Or à Venise, alors qu'entre nous, Le Passage du Rhin est pas du tout un de ses meilleurs films, c'est un film assez sympa, mais il a eu le Lion d'Or devant Rocco et ses frères de Visconti, donc ça aussi c'était mal passé auprès de certaines personnes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même eu une forme de reconnaissance de la part des institutions, mais malgré tout, dans les années 60, il se remet beaucoup en cause, il remet en question son cinéma, et des films à thèse, il va beaucoup bifurquer vers un cinéma de l'identité, du trouble identitaire. Donc le film que vous allez voir, Piège pour Cendrillon, tourne intégralement autour de ça, du trouble identitaire. Juste avant de faire Piège pour Cendrillon, par exemple, en parlant de point de vue, en parlant d'identité, il fait un diptyque qui s'appelle La vie conjugale, qui est en fait deux films. L'un s'appelle Jean-Marc et l'autre s'appelle Françoise. Voilà, deux films qui racontent la création puis la désintégration d'un couple du point de vue du mec, donc le volet Jean-Marc, et du point de vue de la fille, donc le volet Françoise. Et deux films qui sont radicalement opposés, c'est-à-dire on voit parfois les mêmes séquences, mais qui ne sont pas du tout appréhendées de la même manière, parce que chaque personnage ne se rappelle pas tout à fait de la même manière de ses souvenirs avec l'autre. Et c'est aussi un film qui questionne l'identité de chacun, l'identité du couple, le trouble autour de la mémoire, et c'est un film absolument passionnant.
Il va ressortir, il est encore de restauration celui-là, donc normalement vous pouvez le revoir en 2022 ou en 2023. Donc voilà, et on en arrive à Piège pour Cendrillon, qui est un film, donc, comme je vous l'ai dit, tiré de Sébastien Japrisot. C'est le moment dans la carrière de Sébastien Japrisot où il va un peu exploser en tant qu'auteur, parce qu'il publie à ce moment-là 2 livres qui vont un peu le consacrer et consacrer son style, notamment dans le film, dans le polar. Je ne vous dis pas le titre de l'autre livre, parce que ce sera aussi une question que je vais vous poser pour vous faire gagner un petit truc. Donc voilà, Japrisot explose à ce moment-là. Et donc on propose à Kayat cette adaptation. Kayat tombe par hasard sur Piège pour Cendrillon. Ça parle à beaucoup de ses obsessions du moment sur l'identité, et à ce moment-là il travaillait sur un projet qui n'a jamais eu lieu. Il travaillait sur un projet autour d'un Américain qui s'appelle Caryl Chessman, qui était dans le couloir de la mort, notamment pour une histoire d'enlèvement dans les années 20. C'était une époque où le kidnapping était passible de peine de mort. Et en l'occurrence, Kayat travaillait là-dessus parce qu'il estimait qu'il y avait cette sorte d'inanité autour de la peine de mort, que quand on condamnait quelqu'un à mort, la personne qui se retrouvait sur la chaise électrique ou pendue ou quoi que ce soit n'était plus la personne qui avait commis le crime ou le délit. Donc il y avait cette absurdité qui était de dire que la personne condamnée n'était plus le même être que la personne originale. Et ce film-là ne se fera jamais sur Caryl Chessman. Par contre, cette idée que après un trauma ou après quoi que ce soit, on ne soit éventuellement plus la même personne à un moment B que par rapport à un moment A, ça l'a beaucoup obsédé, et ça rejoint sa lecture du roman Piège pour Cendrillon, parce que vous comprendrez assez rapidement en voyant le film pourquoi je parle de est-ce qu'une personne est encore la même personne après un trauma, après un chapitre grave de sa vie. Donc voilà, il se retrouve sur Piège pour Cendrillon, il s'entoure de ce dramaturge dont je vous parlais plus tôt, dont je vous dirai toujours pas le nom, pour réécrire les dialogues du film, qui ont été réécrits d'une manière assez théâtrale, assez solennelle, parce que par exemple quand vous prenez le livre de Japrisot, c'est très moderne, hein, l'écriture de Japrisot. On pourrait republier le livre en 2021, ça passerait parfaitement, et inversement les dialogues du film sont un peu plus solennels, un peu plus datés, un petit peu plus théâtraux. Moi je trouve pas ça gênant, parce que ça contribue à une sorte d'artifice global de facticité parfois dans le récit, qui est important, parce que le récit fait des tours et des détours pour essayer de cacher parfois la vérité, et donc ça je trouve ça intéressant. Donc voilà, Piège pour Cendrillon sort en 65, je vous l'ai dit, accueil assez mitigé. Je pense que ça sera l'un des derniers grands films de Kayat, parce qu'ensuite sa carrière va évoluer, et il va plus faire soit des films que je trouve assez sympathiques, soit des curiosités. Quand je dis curiosité, il y a par exemple, évidemment j'ai plus le nom, mais ce film qu'il a fait, les Katmandou, la piste du Katmandou avec Gainsbourg, un film où Kayat essaye d'embrasser un peu l'air hippie, parce qu'il essaye d'être c'est quelqu'un qui est désespéré à l'idée d'être dans l'air du temps, et donc il embrasse ce mouvement un peu hippie. Donc on est en 69, ça fait un film qui est plus de la curiosité qu'autre chose, ou ce film qui est assez joli néanmoins avec Jacques Brel, qui s'appelle Les risques du métier, avec Jacques Brel et Emmanuel Riva, sur un professeur qui est accusé par une de ses élèves de l'avoir harcelé sexuellement. Ça avait été un gros succès à l'époque. Il connaîtra quand même, faut que je le cite, un des plus gros succès de sa carrière en 70, avec un film qui s'appelle Mourir d'aimer, qui parle de cette prof qui s'était suicidée en 69 parce qu'elle avait une relation avec un de ses élèves qui avait entre guillemets mal tourné, ou du moins qui était mal perçu par les gens. Ça sera un plus gros succès de sa carrière. C'est un film qui avait fait 5 millions d'entrées à l'époque. Donc voilà, ça vous donne à peu près le delta de la carrière d'André Kayat, au moment où il s'est fait le plus allumer par rapport au moment où il a eu le plus de gloire, on va dire, et dans toute cette carrière un peu à la fois très homogène et en même temps très hétérogène, parce que
quand on prend les films un peu séparément, on peut se dire c'est bizarre quand même que ce soit le même mec qui ait fait Piège pour Cendrillon, que Nous sommes tous des assassins, qui est un film très théorique, et quand on prend un peu de recul, on voit bien l'évolution de la pensée du bonhomme. Je vous l'ai dit, être dans le temps aussi, c'est quelqu'un qui était profondément sous l'admiration, qui était pétri d'admiration pour Henri-Georges Clouzot. Vous allez le voir dans le film, c'est un film qui a vraiment une patte esthétique très installée par Clouzot. Et Clouzot d'ailleurs en voulait un peu à Dani Carrel, parce que donc Dani Carrel, l'héroïne du film, Dani Carrel avait déjà tourné pour Clouzot. Elle en voulait un peu à Dani Carrel d'avoir tourné le film pour Kayat, alors que Clouzot aurait voulu le faire et que selon Clouzot, il aurait fait un bien meilleur film que Kayat. Ça, on n'en sait rien. Moi, en attendant, je trouve le film très intéressant comme il est. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film, il y a ces petits livrets, soit vous les avez pris quand vous êtes entrés, mais sinon n'hésitez pas à les prendre à la sortie. Il y a ces petits livrets qu'on a concoctés sur le film qui vont vous donner un petit peu des détails, qui vont aller un petit peu plus loin que ce que je viens de vous dire. Et il y a notamment un très beau texte qu'a rédigé Noël Herp, qui est un historien du cinéma, sur la vie de Kayat. Donc vous allez voir à peu près par quoi il est passé aussi. Et on a remis aussi des documents d'époque qui concernent le film. Notamment, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, mais pendant le film a donc été indisponible pendant 50 ans. Il n'y avait pas de VHS, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de passage à la télé. Donc ça veut dire que pour beaucoup de personnes, la seule manière de revoir Piège pour Cendrillon, c'était de posséder un exemplaire de la revue Mon Film. Et Mon Film, désolé, vous allez peut-être pas voir, mais au pire, vous procurerez le dossier. Mon Film, c'était, vous savez, ces ciné-revues qui proposaient tout le découpage du film, plan par plan, avec les dialogues dans des bulles, qui permettaient à l'époque aux gens de revoir les films quand on n'avait pas de projecteur 16 mm et de copie privée. Donc je trouve ça intéressant donc j'ai retrouvé l'exemplaire, je l'ai scanné, j'en ai mis plusieurs pages, donc c'est un peu en mode bande dessinée presque. Donc ça vous donne aussi une idée de comment à l'époque on pouvait revoir le film, sachant qu'il y a eu encore 2 autres adaptations de Piège pour Cendrillon. Il y en a une qui est un film anglais qui date de 2013, qui s'appelle Trap for Cinderella, qui... je trouve pas le film absolument passionnant, mais bon, après, comme voilà, moi j'étais à fond dans Piège pour Cendrillon, ça m'intéressait de voir qu'est-ce qu'un auteur anglais peut en faire, et dans les années 2010. Et il y a eu aussi une pièce de théâtre assez récente en 2019, donc qui peut-être d'ailleurs va être rejouée, donc où là c'est sur scène, mais la particularité qui reste propre au film de Kayat, donc à celui que vous allez voir, c'est que contrairement à toutes les autres adaptations, ici c'est une seule actrice, en l'occurrence Dani Carrel, qui incarne 3 rôles, c'est-à-dire le rôle de... Donc c'est une histoire d'amnésie, d'une personne qui ne sait plus si elle a été... une histoire de jumelles aussi, une personne qui ne sait plus laquelle des jumelles elle est. Et donc c'est Dani Carrel qui fait entre guillemets ces 3 rôles, c'est-à-dire l'amnésique, la jumelle 1 et la jumelle 2. C'est pas vraiment des jumelles, mais c'était pour simplifier, vous verrez. Et ça, c'est il y a même des plans à effets spéciaux où on dédouble Dani Carrel. Le film était assez moderne pour ça. Et d'ailleurs, dernière petite anecdote... un peu trivial du film, mais qui vous donne aussi une idée sur le fait que Kayat essayait d'être moderne et essayait d'être dans l'air du temps, d'avoir un peu les derniers gadgets à la mode sur son tournage. C'est que c'est le premier film français, voire un des premiers films tout court, mais on va dire le premier film français à avoir un retour vidéo, c'est-à-dire un petit écran où on peut voir le cadre sur le plateau. À l'époque, il n'y avait que le caméraman qui pouvait voir dans l'œilleton le cadre. Et ce film-là avait un retour vidéo, ce qui permettait notamment de prévoir les plans avec les effets spéciaux où Dani Carrel serait dédoublé en 2. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a Madeleine Robinson dans le film, qui est certainement une des plus grandes comédiennes françaises et une des plus grands seconds rôles du cinéma français à cette époque-là. Et j'en profite pour faire la transition et pour qu'on boucle un peu sur la revue, parce que donc à la base, je vous l'ai dit, on est une revue de cinéma, une revue trimestrielle de 200 pages qui s'appelle Revue et Corrigée, et ça tombe bien que je parle de Madeleine Robinson, parce que Madeleine Robinson c'est donc un second rôle, et on a consacré notre dernier numéro de la revue au second rôle. On a fait une histoire du cinéma à travers les seconds rôles, et ça je vais peut-être laisser Eugénie en parler 2 minutes, et après on vous fera gagner des petits trucs autour du film. Ouais.
Et bonsoir. Eugénie Philo, qui est la directrice de publication de la revue. Voilà, merci. Et oui, du coup, ce dernier numéro consacré au second rôle de l'histoire du cinéma est sorti début octobre. Et est en fait... on a sélectionné 40 portraits de second rôle, 40 acteurs, et pour rédiger 40 portraits, second rôle... sur vraiment des portraits internationaux. On avait du français, de l'américain, de l'italien, japonais, russe. Voilà, l'idée est de toute époque. Et l'idée était vraiment comme à chaque numéro en fait, d'aller regarder et explorer l'histoire du cinéma autrement et avec aussi les thèmes qui nous tiennent à cœur. Et pour Madeleine Robinson, on peut dire quelques mots pour Madeleine Robinson, vu que c'est moi qui ai écrit le portrait. Et là, elle se retrouve vraiment dans un rôle qui lui correspondait en fait tout à fait à l'époque, en 65, quand le film est sorti, parce qu'elle était prise dans un... Parce que là, vous allez voir, elle joue la gouvernante. Merci, la gouvernante d'Annie Carrel. Et c'est une gouvernante qui a beaucoup d'emprise. Et donc, elle est très vénéneuse, elle a vraiment un rôle absolument superbe. Et en fait, elle était prise à l'époque dans un gros... j'allais dire une grosse histoire médiatique, parce que sur scène, en fait, c'était une comédienne de théâtre, beaucoup. Et sur scène, elle avait été... jugée tyrannique et affreuse par un des comédiens avec qui elle jouait, et du coup ça avait pris une ampleur absolument incroyable, procès après procès, et du coup en 65 le public retrouvait en fait la Madeleine Robinson à laquelle elle essayait d'échapper en fait, parce qu'il se trouvait, semble-t-il, que c'était une femme absolument délicieuse. Voilà, du coup pour Piège pour Cendrillon, du coup et la présentation qu'on en fait dans les salles depuis 2020, parce que le film est quand même sorti le 8 octobre 2020. On s'est lancé dans la distribution en salle en 2020. C'était pas le... On a eu le nez creux. C'était pas le move du siècle. Mais... et en fait, se lancer dans la distribution, c'était pour nous continuer ce qu'on avait commencé en fait avec la revue trimestrielle. C'est-à-dire faire découvrir des films, faire découvrir des époques, et avec toujours une approche qui était la nôtre, une approche faite par des jeunes en plus, les jeunes que nous sommes. Notre équipe de rédacteurs est aussi assez jeune, et les numéros en fait abordent à chaque fois une thématique. Trimestre après trimestre, on a eu un numéro sur la police, sur la musique de film, sur le cinéma africain, sur le cinéma hollywoodien, voilà, et donc avec toujours une approche assez particulière, et puis des critiques de films qui ressortent, et pour montrer à quel point en fait aussi toutes ces ressorties de films classiques ont une vraie actualité et un vrai intérêt à être vues maintenant par des yeux de 2021, depuis 2018, parce qu'on existe depuis 2018. Je vous souhaite une très bonne séance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si ça vous a plu, il repasse ici samedi à quelle heure ? À 15h45. Donc si vous avez des amis à qui vous voulez le conseiller, il repasse ici. Il repasse dans d'autres salles. Sur notre site internet, on a un petit onglet distribution où il y a toutes les séances en cours. Donc vous pouvez, si vous avez des amis ailleurs en France, peut-être ils pourront le voir. Et si vraiment ils n'ont pas de salle de ciné à côté de chez eux, au pire, il existe en DVD et en Blu-ray maintenant. Mais c'est mieux sur grand écran. Voilà, merci encore d'avoir été là. J'arrête de parler. Très bonne séance, très bonne projection à vous. Et j'espère que Piège pour Cendrillon vous plaira. Merci.